Ok, donc je reprends. J'ai une petite coupure, donc n'aime pas le mode plein écran, mon enregistrement de vidéo. Donc, mon écran de login OpenStack, quelqu'un qui n'a pas activé la partie domaine de OpenStack, c'est-à-dire que moi ici, ça écrit défaut, mais je pourrais avoir justement là, j'ai mon domaine.com ou compagniex.com, et donc là, si je suis vraiment relié à un serveur Active Directory ou LDAP ou toutes sortes de peu importe le mécanisme de gestion centralisée des utilisateurs et des mots de passe, qui est capable bien sûr de parler OpenStack. Donc on parle surtout de la partie OpenLDAP. LDAP, pas nécessairement chez OpenLDAP, mais LDAP et Active Directory qui peuvent être déployés là-dessus. Donc je pourrais vraiment définir mon domaine d'entreprise. Dans mon cas ici, je suis en mode défaut. Donc, mon interface OpenStack, première chose qu'on voit en arrivant, donc j'ai mon utilisateur démo avec certains fichiers ici que je rentrerai pas en détail, mais ce sont des fichiers nécessaires pour être capable d'accéder en ligne de commande à OpenStack. Pour simplifier les choses, étant donné que c'est un OpenStack 101, on va s'en tenir à l'interface utilisateur, on va seulement faire la partie SSH, mais que ce soit pour aller rejoindre notre instance. Donc en mode ligne de commande. Donc, une des premières choses qu'on peut faire justement dans OpenStack, bien sûr, le but est toujours d'être capable de lancer un serveur. Donc, bien sûr, dans OpenStack, donc j'ai la partie où je vais aller dans Compute Instances. J'ai fait le commentaire hier, l'interface est en plusieurs langues. Chrome parfois, et même si on lui dit d'être en français, il finit par nous faire des mélanges un peu spéciaux. Donc, je le laisse en anglais pour la démo. Donc, je vais lancer une instance de base. Donc, je vais dire, bon, lancer une instance, on lui donne un nom. On va l'appeler test. Quelle zone? Dans mon cas, j'ai seulement qu'une zone de définie. Une zone pourrait être, par exemple, un rack dans un data center, pourrait être un endroit spécifique dans lequel on a groupé certains serveurs qui, justement, là, pour permettre de la haute disponibilité ou des trucs comme ça. Je pourrais déployer genre 10 instances de tests. Et on voit aussi le nombre d'instances et des ressources consommées là, qui changent au fur et à mesure. Parce que j'ai un quota par défaut pour chacun de mes environnements. Donc, en tant qu'utilisateur démo, dans le domaine défaut, j'ai un maximum de 10 instances qui m'est permis. Bien sûr, ce sont des valeurs par défaut qui peuvent être changées, mais qu'on regarde la partie projet, j'en reparlerai un petit peu. Et si je demande 9 instances dont le nom est test, donc je vais avoir test 1, test 2, test 3, test 4. Donc automatiquement, là, il va faire en sorte de rajouter l'incrément à la suite. Donc je n'ai seulement besoin que d'une pour faire le test. Donc la source, justement, donc d'où vient l'image ou quelle image je vais utiliser pour lancer mon instance OpenStack. Je peux démarrer à partir d'un snapshot, je peux démarrer à partir d'un volume, donc un bloc qui serait déjà un élément que je pourrais utiliser pour déployer mon environnement. Ou justement une image telle quelle qui a déjà été mise dans le système, ce que je vais couvrir un peu plus tard. Donc dans mon cas, j'ai déjà plusieurs images, des images de test. Des trucs comme Cirrus et Cirrus Alt sont des petites VM de test pour fonctionner. Dans le cas ici, je vais justement l'utiliser pour la démo. Ça va simplifier certaines choses. Donc, Cirrus, donc très petite VM, hein, 12.6 MB, c'est vraiment tout petit. Donc après ça, je décide d'un flavor, c'est-à-dire le nombre de ressources que je vais assigner à cette VM. Étant donné que c'est la VM Cirrus, je peux aller vraiment super bas, donc je vais prendre le Tempest One. C'est sûr que les noms sont là, c'est des noms que moi j'ai utilisés parce que j'ai fait plusieurs tests sur mon environnement. Dans votre cas, ben, c'est ça, ça pourrait être des trucs qui s'appellent comme M1 Medium ou je sais pas, un petit, moyen, large, extra large.
et faire en sorte justement de faire augmenter le palier entre petit et extra large, de passer de 1 vCPU peut-être à 8 vCPU et, avec la quantité de RAM et de disques attachés à ça. Donc dans mon cas, pour ma petite VM, on va prendre une petite flavor. Tempest One est amplement suffisant. Partie réseau. Donc, mon environnement, par défaut, a été créé avec deux réseaux, c'est-à-dire un réseau public et un réseau privé. La raison d'être du réseau privé, qui se trouve dans euh, qui se trouve au niveau de mon utilisateur et de mon projet. Donc, c'est un réseau de type 192-168 qui va recevoir, va assigner une IP justement sur ce réseau-là. Donc c'est vraiment, j'ai défini un réseau dans lequel il y a un routeur, dans lequel il y a un subnet, et dans lequel il pourra avoir un VLAN aussi. Ce qui fait qu'on s'entend que si j'ai plus qu'un serveur en production, donc si je déploie un serveur et qu'on me déploie mon instance sur le serveur 2, et que je déploie une autre instance et elle se fait déployer sur le serveur 22. Mais ce sont toujours mes instances de mon même projet. Si je crée un réseau privé, je devrais être en mesure d'être capable de reparler sur le 192.168. Donc, truc de réseau de base. Donc, il faut que j'ai un moyen d'identifier mon réseau, donc par VLAN, un VLAN ID qui peut être là. En ce moment, moi, c'est du VXLAN qui est là, mais sinon, je pourrais avoir un VLAN ID. Et justement, le segmentation ID serait, dans ce cas-là, genre le VLAN tag. Une question hier sur est-ce que je devrais, dans le fond, mettre tous mes ports à trunk au niveau physique pour permettre à ces VLAN-là de passer. C'est une bonne et une mauvaise idée. Souvent, ce qui est fait, c'est que l'ensemble des VLAN utilisés dans le cloud OpenStack, si VLAN est utilisé comme pour le trafic, ce qu'on appelle Est-Ouest, donc, ce serait, par exemple, si on a la possibilité de créer 20 projets, et donc ces 20 projets-là sont associés à 20 réseaux privés, 20 VLAN ID, on prend ces VLAN tags-là et on les met sur chacun des ports de la switch pour permettre le trafic de circuler sans nécessairement dire tout le monde passe et puis rangez-vous au niveau logique. On peut aussi le forcer au niveau physique, ce qui fait que si par hasard quelqu'un réussirait à créer un réseau qui n'est pas censé créer avec un VLAN ID qui n'a aucun sens, ben, il n'ira pas foutre le bordel, comme on dit, sur le réseau. Donc, on garde un certain contrôle. Il y a certains mécanismes qui permettraient à un admin dans OpenStack de créer un réseau, de lui donner un segmentation ID, donc mettons le VLAN ID 4000, et de faire en sorte que cette information-là est poussée dans la switch. Tout dépendamment des marques, par exemple, si vous avez Cisco et CI et tout le reste, c'est des mécanismes qui existent. Donc, OpenStack peut devenir aussi un élément où est-ce que l'admin va faire sa config et ça va être poussé sur la partie bare metal, donc la vraie switch qui est rackée, ce qui rend les choses très intéressantes. Au niveau de l'automatisation, de pas répéter les tâches justement pour rien. Donc, dans mon cas, on va prendre le réseau privé seulement. Et donc, j'ai pas de port spécifique. La partie network port, je pourrais justement aller rattacher certains ports pour des communications spécifiques au niveau de mes instances, ce qui n'est pas notre cas. Security Group, le défaut est en place. Donc, le défaut permet le ping, si je ne me trompe pas seulement. Vers l'instance. Keypair, donc ça, je vais couvrir ça aussi, mais sur une deuxième instance que je vais créer par après. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre de clé. Et je vais quand même être en mesure de rentrer dans mon instance parce que l'image que j'ai pris, donc Syros, n'est pas un cloud image de type Ubuntu où est-ce qu'on doit absolument rentrer par clé SSH. Niveau de configuration, j'ai mentionné ça ici, c'est un environnement où est-ce que je pourrais mettre ce qu'on appelle c'est des scripts qu'on peut faire rouler. Je pourrais mettre un script, l'équivalent d'un script bash qui serait exécuté sur l'instance au démarrage. On peut utiliser carrément le format qu'on appelle Cloud Init.
Donc, où est-ce que je pourrais mentionner justement d'installer certains packages et tout ça. Et ça, je vais le faire justement pour la partie load balancer parce que je veux utiliser quand même un serveur Apache. Donc, je ne veux pas me connecter sur le serveur et installer Apache moi-même. Je veux vraiment que ce soit fait lors du déploiement. Je peux également changer la partie des disques là, euh, au niveau des si j'ai besoin là, au niveau du déploiement, sans problème. Partie groupe serveur, ben, étant donné que dans mon cas, j'ai seulement qu'un gros serveur avec plusieurs petits éléments dans des containers LXT, il n'y a pas de, j'ai pas d'option. Le scheduler int mentionné hier, mais juste pour étant donné que c'est pour l'enregistrement. Scheduler int permet de rajouter certains éléments pour dire au scheduler qui rappelle de qui est le scheduler dans OpenStack. Le scheduler est l'élément qui va décider où va être placée la VM que je demande de déployer. Donc, mon instance qui s'appelle test, dans un environnement, par exemple, de 20 serveurs, ben, je vais finir sur un de ces 20 serveurs-là en fonction de certains paramètres. Les paramètres de base seraient lequel est disponible, lequel a moins de charge et qui peut prendre justement mon instance, donc ça y va comme ça. Mais je serai en mesure de passer certains paramètres spécifiques pour la VM, donc peut-être assurer que je ne suis pas sur le même serveur que la VM X. Et donc, c'est ce genre d'informations qu'on peut passer au scheduler. Metadata, ben c'est, je veux dire en lui-même, c'est quand même assez clair, c'est du metadata qu'on peut passer à l'instance. Justement, c'est des tags qui vont être mis sur l'instance en tant que tel. Ces tags-là vont être liés à l'instance, et étant donné que l'instance se roule dans OpenStack et que j'ai accès à un API, je peux demander à OpenStack de me sortir les tags de certaines instances en particulier. Donc, ce qui permet parfois de faire du billing ou de montrer les ressources utilisées par tel groupe. Je pourrais carrément avoir un tag qui s'appelle groupe et que je rajoute. Et puis, donc, c'est ça, je sais pas moi, le groupe, ça s'appelle, je sais pas moi, IT. Aussi simple que ça. Et donc, une fois que je suis prêt, je peux lancer mon instance. Et donc, il y a un petit volet de provisioning et tout ça. Donc, c'est-à-dire que bon, là, il est en train d'assigner la partie bloc. Ce qu'on peut voir ici, c'est mon IP de réseau privé, 192.168.74.4. La saveur qui avait été prise, donc dans mon cas, c'est Temple. J'ai pas de key pair. On est en train de construire l'image. Donc, en ce moment, elle est active et elle n'est pas verrouillée, c'est-à-dire que un admin pourrait venir détruire mes trucs, mais si je verrouille, donc ça permet d'éviter certains petits problèmes de manipulation. Donc c'est bien, j'ai ça qui roule ici. J'ai certaines options ici qui s'offrent à moi. Une est d'associer une floating IP que je vais faire tout de suite. Donc, mon instance est sur un réseau privé, donc au même titre que j'essaie de rejoindre une instance de Amazon qui n'a pas d'IP externe ou sur Google Cloud, je suis pas capable. Donc, il faut que j'ai un mécanisme pour être capable d'aller rejoindre cette VM. Dans mon cas ici, j'avais déjà une IP de disponible, mais si j'en ai pas, j'appuie sur le petit plus ici et il va me dire, ben, tu as déjà un réseau public de défini et tu m'as dit que c'est là-dedans que je vais aller chercher mes IP. Tu en as 50, tu en utilises une. Je dis, OK, ben, je dis, je vais aller en chercher une autre, s'il vous plaît. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Et maintenant, j'en ai deux. Et donc, 119 a été associé à mon naissance. On l'a vu passer en background rapidement. Donc, je l'associe. Et voilà, donc j'ai cette IP-là maintenant qui me permet d'aller rejoindre mon instance. Donc c'est du natting pour ceux qui connaissent bien le réseau. Là. Donc c'est une partie natting, donc c'est vraiment justement un mapping d'un réseau vers un autre réseau en étant un gateway public. Si je rentre dans les détails de mon instance, on voit son nom, son ID, son statut, justement ce qu'on voit un peu dans le détail, sur quel host elle roule. Donc moi, ça roule dans Pike, OpenStack, Ansible, All-in-One, LDAP. Donc c'est mon environnement OpenStack Pike, déployé avec OpenStack Ansible, en format All-in-One. Donc c'est vraiment, moi en ce moment, je roule dans une grosse VM et cette VM-là
qui est quand même 8 vCPU, 10 vCPU, 32 GB de RAM, me permet de justement de déployer un OpenStack Ansible All-in-One sans problème et assez pour être capable de faire de faire de faire une démo. Qui a du sens. Donc on peut voir le flavor qui a été mis, qui est Tempest One. Le flavor ID qui peut changer aussi, je pourrais lui donner un nom, là, mais ça c'est des trucs. Si on spécifie pas les paramètres désirés, ben on se ramasse avec des ID ben justement là, qui si je crée un autre flavor, ça pourrait être 202. C'est aussi simple que ça. Donc, je vois le nombre de vCPU, je vois le nombre de disques, le nombre de disques, la quantité de disques euh, qui m'est alloué. Et après ça, le security group est ce qui permet, et les IP sur cela. Et justement, dans le metadata, mon groupe IT apparaît maintenant. Donc, cette information-là est disponible via l'API. Si on regarde les logs, ce sont les logs de base, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de la console, mais en log output, ce qui permet là, justement là, de voir si mon serveur a booté. Donc, dans mon cas ici, ça s'est bien passé. Syros est là, j'ai mon test login qui est là. Au niveau des action logs, je pense que ça n'a absolument rien passé à part le fait que l'instance a été justement créé. Si je vais au niveau de la console, ben effectivement, j'ai mon instance qui est bootée. Cette instance-là est assez sympathique pour me dire comment m'y connecter. Donc, même dans la console ici, euh, je peux me connecter avec Syros et le mot de passe Cubswin. Euh, voilà, je peux pigner Google. Donc oui, effectivement, je peux sortir. Et c'est pas parce que j'ai une adresse flottante, là, un floating IP, c'est carrément parce que le réseau est bien seté, c'est-à-dire que vraiment mon réseau privé a un gateway qui lui permet de sortir sur Internet. Et donc là, je suis dans la console. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment pratique de dire qu'on va travailler dans une console. Donc c'est sûr que ce qu'on veut faire, c'est d'être capable d'y aller via SSH. Donc, si j'ouvre ma console et en espérant que mon enregistrement se poursuive.